Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Al24 News pour édition spéciale. Plus de 162 jours après le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'avenir énergétique de l'Europe paraît plus incertain que jamais. Tiraillés entre leur volonté d'émancipation du gaz et du pétrole russe et de leur incapacité à trouver des alternatives viables, les 27 membres de l'Union européenne s'attendent à une coupure totale des approvisionnements de Moscou dès la mi-juillet. Une interruption qui, justement, s'est produite aujourd'hui au niveau du gazoduc Nord Stream 1, reliant la Russie à l'Allemagne et à une partie de l'Europe. En effet, le géant russe Gazprom a annoncé la suspension du flux jusqu'au 21 du mois en cours pour raison d'entretien technique. Mais le timing choisi par Moscou plonge les pays de l'Europe dans une forme de perte de contrôle de leur avenir énergétique à court terme. Nous allons en parler aujourd'hui avec nos deux experts, Abderrahmane Hadef, expert international en énergie, et Nazim Sini, enseignant en économie à l'université Aix-Marseille. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Mais avant de donner la parole à nos invités, plantons le décor avec ce sujet signé Karim Bouaziz. L'Europe s'enfonce de plus en plus dans l'impasse et craint désormais pour sa sécurité énergétique. Le vieux continent vit désormais au rythme des annonces de suspension ou de réduction des approvisionnements en gaz russe, un ordre établi que les 27 semblent avoir appelé de leur souhait en se rangeant derrière Washington dans une politique de sanctions économiques qualifiée de suicidaire par de nombreux experts. Une Europe Don Quichotte, ayant passé les 3 derniers mois à se battre pour des moulins à vent qui n'existent pas, a créé elle-même les conditions de ce fiasco énergétique. Ces mêmes moulins à vent qui étaient censés l'amener droit vers l'émancipation du gaz et pétrole russe semblent tenir davantage du récit fantasmagorique que des réalités macroéconomiques. Le géant russe Gazprom vient d'annoncer la fermeture temporaire de 10 jours pour maintenance des 2 gazoducs Nord Stream 1 qui acheminent une grande quantité du gaz livré encore à l'Allemagne ainsi qu'à plusieurs autres pays de l'ouest de l'Europe. Une nouvelle peu rassurante pour les pays européens très dépendants de l'énergie russe, redoutant un arrêt total du flux vers le vieux continent. Dans ce bras de fer énergétique qui oppose Bruxelles à Moscou, la Russie tente de garder la main en répliquant aux sanctions économiques imposées par l'Occident. Lundi, Gazprom a réduit ses livraisons de gaz à l'Italie et l'Autriche, respectivement d'1 tiers et de 70%, selon les groupes OMV et Eni. Les 2 pays sont en partie approvisionnés par le gazoduc TAG qui passe par l'Ukraine, mais aussi par le gazoduc Nord Stream. Une situation qui maintient une grande partie de l'Europe sous pression, d'autant plus que les prix de l'électricité et du carburant atteignent des sommets, alimentant par conséquent le risque d'un shutdown l'hiver prochain. La semaine dernière, de nombreux pays à l'image de la France ou l'Allemagne ont appelé les ménages à faire preuve d'une consommation responsable et parcimonieuse de l'électricité en attendant des alternatives qui n'arrivent toujours pas. Ma première question s'adressera donc à vous, Monsieur Sini. Quelle lecture faites-vous de cette annonce ? Bonsoir, merci pour votre invitation. Écoutez, cette annonce interpelle à plusieurs titres. D'abord, elle arrive au moment où le président Biden se rend en Arabie Saoudite pour négocier et sécuriser les approvisionnements en pétrole. Mais aussi, c'est une décision, russe qui montre officiellement que nous allons rentrer dans une forme de guerre énergétique. Et surtout, vous savez pertinemment que l'Allemagne aujourd'hui est extrêmement tributaire du gaz et de l'énergie russe, puisque c'est un pays qui est fortement industrialisé. Je pense notamment à l'industrie de la chimie ou à l'industrie de l'automobile, sans oublier que l'Allemagne, en fermant ses centrales nucléaires, ne possède plus désormais que 2 énergies, que sont le charbon et le gaz. Malheureusement pour eux, il s'avère que leur gaz est fourni aujourd'hui encore à 1 tiers de la Russie, et je pense qu'on va assister à un véritable jeu d'échecs politique, économique et énergétique entre d'un côté les Européens et la Russie. Vous l'avez dit dans votre reportage, il y a une interruption de livraison durant 10 jours pour des raisons techniques, mais est-ce que la Russie va à nouveau reprendre ses livraisons de gaz vers l'Europe ?
c'est là que se pose toute la question et ça plonge en fait l'ensemble des 27 pays européens dans une véritable incertitude, surtout pour la saison hivernale qui va pas tarder à arriver d'ici quelques mois. Très bien, Monsieur Sidney, merci, c'est bien clair. Monsieur Hadef, même question, comment interprétez-vous la décision de Moscou de suspendre le flux à travers le Nord Stream 1 pour une dizaine de jours? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, cette situation est due principalement au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, qui a pris des proportions mondiales, et aujourd'hui l'Europe s'est mêlée de façon, je pense, et réfléchie, surtout qu'elle a bravé les sanctions économiques en réponse de ce conflit-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la Russie est en train de répliquer, et cette décision d'interrompre les livraisons à travers le gazoduc Nord Stream 1 pour des raisons de maintenance et pour des raisons techniques. Techniquement parlant, c'est tout à fait normal, parce que normalement des arrêts pareils sont programmés depuis longtemps. Mais le choix du timing, moi je le lis directement avec le discours qui a été prononcé ça fait 2 jours. Nous allons justement parler, Monsieur Hadef, dans la deuxième partie d'édition spéciale. Justement. Allez-y, continuez. Voilà, donc je pense que cette interruption rentre dans un climat géopolitique qui prend de la proportion de conflits carrément, et les Russes sont en train de réagir pour se repositionner et prendre le devant par rapport à l'Europe, qui se trouve un peu prisonnière de ce jeu qui va peut-être même menacer sa sécurité énergétique, malgré que l'Europe est en train de mettre en place toute une vision pour se démarquer et se délaisser du gaz russe, avec la feuille de route REPowerEU 2027. Oui, le programme de l'Union européenne, oui, qui a été présenté. Voilà, qui s'articule sur 3 axes. Le premier, c'est la diversification des fournisseurs, donc des approvisionnements. Le deuxième axe, c'est l'accélération du déploiement massif des énergies renouvelables. Et le troisième axe, il s'articule sur les économies d'énergie et surtout sur l'efficacité énergétique en Europe. Très bien, Monsieur Hadef. Nazim Sidney, mettons les pieds dans le plat, si vous le voulez bien. Est-ce que cette démarche de la part de Moscou peut s'apparenter à une forme d'intimidation ? Totalement, j'allais dire, c'est une réponse claire et sans équivoque de la position russe, et surtout Moscou souhaite se réaffirmer en tant qu'acteur majeur de l'échiquier mondial énergétique. C'est aussi une manière pour les Russes de dire que nous sommes encore présents, que vous êtes encore dépendants de nos ressources énergétiques, et c'est au-delà d'un message, c'est une sorte d'avertissement. Parce que vous savez qu'avec le dérèglement climatique, on assiste à une multiplication des catastrophes naturelles, avec des températures extrêmement basses en hiver et des températures extrêmement hautes en été, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les besoins énergétiques s'en font ressentir de plus en plus, surtout du côté de l'Europe, qui est une économie importatrice d'énergie. Moscou, je pense qu'aujourd'hui Moscou tient les rênes de ce conflit. Elle souhaite, je pense, à travers ces actes, je dirais pas d'intimidation parce que le mot est assez fort, mais plutôt de riposte. Elle souhaite réenclencher un dialogue politique qui tarde à venir côté européen. Et j'allais vous dire, il y a aussi une sorte de retour de flamme parce que les Européens ne s'étaient pas préparés ou n'avaient pas envisagé une telle retombée de leurs décisions et de leurs sanctions économiques, puisqu'aujourd'hui, on assiste à une explosion de l'inflation en Europe, on assiste aussi à une forme d'incertitude au niveau de certains industriels qui n'arrivent plus à prévoir leurs approvisionnements ni à les sécuriser. Et vous avez beau, tout à l'heure, vous disiez que l'Europe
tente de diversifier ses fournisseurs. Vous savez, quand vous êtes dépendant, je veux dire, à un tel pourcentage de la Russie, il est très difficile de substituer ce fournisseur par un autre. Je veux dire, très peu de pays dans le monde sont capables de prendre le relais de la Russie pour fournir l'ensemble des besoins énergétiques en Europe. Très bien. Monsieur Hadef, est-ce que l'Europe risque réellement de se faire couper les vannes au gaz de la part de Moscou? J'aimerais aussi connaître votre avis. Écoutez, maintenant, ça dépend de l'évolution de la situation géopolitique en général. Je faisais référence à la déclaration de Vladimir Poutine qui disait, ça fait 2 jours ou 3 jours, que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Et là, intervient pourtant, cette décision. excusez-moi, Monsieur Hadef, durant le dernier sommet du G7, on a assisté à des annonces quand même d'un ton relativement haussé de la part des responsables européens. Oui, et là, la Russie, elle est en train de répliquer, et surtout que je dis, Vladimir Poutine déclare que les choses sérieuses n'ont pas commencé, et là, c'est vraiment quelque chose qui a un sens lourd. Lorsqu'on voit une décision pareille dans ce timing-là, et dans sa déclaration aussi, il fait référence à l'obligation d'aller vers des négociations, vers le dialogue, parce que l'Union européenne s'est entêtée à aller dans une démarche, je dirais, suicidaire. Et là, à travers des mesures pareilles, avec des décisions pareilles, je pense que l'Europe va recalculer ses décisions et revoir ses objectifs, parce que aujourd'hui, c'est vrai, à très court terme, c'est impossible aujourd'hui de ne pas ramener le gaz russe, mais les Européens vont subir vraiment des dégâts, surtout avec l'arrivée de l'hiver. D'ailleurs, les Allemands, le ministre allemand l'a déclaré hier, c'est que l'Allemagne risque gros si jamais les approvisionnements ne redémarrent pas. C'est pour ça que déjà les Allemands essaient d'intervenir sur les aspects techniques même. Il y a une turbine qui est dans ce schéma de maintenance du gazoduc qui est actuellement au Canada, oui. Et les Allemands sont en train de faire tout pour la récupérer et la remettre aux mains des Russes, pour ne pas leur donner des arguments pour ne pas reprendre les approvisionnements. Donc, et là, ça dénote le degré d'inquiétude des Européens quant à la reprise des approvisionnements sur le gazoduc Nord Stream 1. Très bien. Monsieur Sini, pensez-vous que Moscou puisse franchir le pas et fermer les robinets de manière permanente, si vous me permettez cette expression? Alors, moi, je crois fermement que la Russie est capable de fermer le robinet du gaz. Maintenant, de manière permanente, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que vous savez que le gaz, quand il est extrait, il est sous pression, il ne peut pas être stocké de manière indéterminée. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le libérer. Ce n'est pas comme un robinet d'eau, vous voyez. Mais en revanche, je pense que c'est l'arme ultime que dispose Moscou pour se faire entendre et pour renégocier politiquement avec les Européens. Donc oui, moi je crois qu'à un moment donné, les Russes sont capables de fermer les robinets du gaz, mais de là le faire de manière permanente, non, parce qu'il en va de leur intérêt aussi. Mais je voulais juste réagir sur ce qui avait été dit un peu plus tôt. Vous savez, en Allemagne, on assiste déjà à des décrets qui ont été signés dans certains Länder, donc dans certaines régions allemandes, où on demande à ce que les consommateurs et les particuliers rationnent leur électricité. Exactement. Il y a même des décrets qui incitent les bureaux donc individuels à ne plus se chauffer au-delà de 20 degrés. On supprime l'eau chaude dans certaines administrations. C'est pour vous dire qu'il y a déjà un phénomène comme ça on va dire de sobriété où on va dire on se prépare à un plan où dans l'optique où le gaz serait coupé dès cet hiver. Ça veut dire Monsieur Sini, est-ce qu'on peut faire des chandelles avec des bouts de chandelle? Est-ce que vous pensez que ces mesures seront plus que salutaires peut-être par rapport à l'économie allemande?
Pas du tout. Et puis je vous l'ai dit, l'économie allemande, qui est la première économie européenne, a besoin d'énergie parce que c'est une économie, comme je le disais un peu plus tôt dans mon propos, c'est une économie très industrialisée. Exactement. Les géants mondiaux comme BASF qui sont dépendants du gaz, qui ne peuvent pas, surtout l'industrie de la chimie, l'industrie de l'automobile, l'industrie de la manufacture. Donc aujourd'hui, ils ont deux options, c'est soit le charbon ou le gaz, sauf que les quantités de charbon produites ne permettent pas de couvrir l'ensemble des besoins énergétiques de l'industrie allemande. Il ne leur reste plus que le gaz, sachant que aucun pays en Europe aujourd'hui n'est capable de substituer l'ensemble des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Je veux dire, le pionnier en la matière, c'est le Danemark, et encore, on est sur 50% de leur mix énergétique qui est basé sur l'éolien et l'énergie solaire. Donc ça veut dire que je pense que les jours les plus difficiles sont à venir pour l'Europe, et c'est pour ça qu'il est urgent pour eux de se remettre en question et de revoir leur copie et leur stratégie vis-à-vis des Russes. Monsieur Hadef, au vu des données macroéconomiques que nous avons actuellement, peut-on dire que l'Europe s'est faite prendre à son propre jeu, comme vous le disiez juste avant ? Je pense parce que les Européens, ils ont misé sur la durée du conflit avec le choix sur les sanctions économiques pour essayer d'affaiblir Moscou. Par contre, Moscou avait anticipé, à mon avis, sur ce schéma-là, sur cette configuration, et Moscou tient bon dans sa démarche. Et surtout en termes de sanctions économiques, on voit que les Russes tiennent bien et ils ne montrent pas vraiment des signes d'affaiblissement par rapport à ces sanctions, surtout avec des accords avec d'autres parties du monde. Et là, les Européens se retrouvent un peu dépassés par des décisions qui ne sont pas adaptées à une situation pareille, et surtout que le temps joue contre eux en termes de sécurité énergétique. Aujourd'hui, Moscou brave cette arme qui devient fatale pour l'Europe et pour l'économie européenne particulièrement. Et là, je pense que il est important aujourd'hui d'ouvrir les voies de dialogue entre les deux parties. D'ailleurs, c'était la main qui a été lancée par Poutine pour essayer d'enclencher une voie de dialogue et de négociation pour pouvoir déjà apaiser la situation qui risque d'être vraiment dramatique pour l'Europe et pour l'économie européenne et pour le citoyen européen en général. Et par la suite, qui peut être irréversible parce que on peut rentrer dans une phase où les dégâts vont être encore plus importants si jamais il y a des industries qui s'arrêtent, il y a des usines qui s'arrêtent. Pour les redémarrer, ça va être encore plus coûteux pour les Européens. Et je pense que la Russie est en train de mettre la pression sur ces aspects-là. Très bien, Monsieur Hadef. Monsieur Sini, plusieurs pays, à l'image de la France ou l'Allemagne, vous venez de le rappeler, appellent à une consommation plus responsable de l'énergie. Qu'est-ce que cela engendrera sur le plan social, sachant que les mesures entreprises par les gouvernements européens pour tenter d'endiguer l'inflation des prix de l'énergie et des carburants ne font pas l'unanimité entre les différentes sensibilités politiques? Écoutez, je voulais juste rappeler un fait historique. Vous savez, en 2018, lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France, le prix du carburant était à 1,40 €. Aujourd'hui, il est à 2,10 €. Ou plus dans certains pays. Ou plus dans certains pays, exactement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une véritable poudrière sociale en France, en Allemagne, en Espagne, où on a une concomitance inflationniste, à savoir le prix de l'électricité qui augmente, le prix du carburant, du gaz, des produits de première nécessité. Et ce sont les populations les plus paupérisées qui vont être impactées et affectées. Et puis, vous imaginez, si en plus nous demandons à ces gens-là qui ont de très faibles revenus, des difficultés socio-économiques, vous leur demandez de rationner le chauffage, l'électricité, etc., il ne faudra pas s'étonner
donné à ce qu'on assiste demain à des manifestations hors normes ou à des émeutes comme n'en a jamais connu l'Europe précédemment. C'est pour ça qu'il y a une vraie crainte au niveau de l'ensemble de la classe politique européenne qui a véritablement peur de la réaction de sa population si elle n'arrive pas à endiguer cette inflation qui est galopante. Oui. On parle d'une inflation à 2 chiffres, ce qui n'était jamais arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, la plupart des mesures qui ont été annoncées et prononcées ces derniers temps, ce sont, je dirais, des mesurettes temporaires sur du court terme, mais qui ne vont pas endiguer de manière structurelle cette inflation qui est bien partie pour, disons-le clairement, 1 an ou 2. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christine Lagarde, la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, oui. qui a dit clairement lors d'une de ses déclarations qu'il faut s'attendre à une inflation durable pour les 2 prochaines années. Donc maintenant… On le rappelle, la BCE qui n'a toujours pas relevé ses taux directeurs. Au contraire de ce qu'a fait la Fed aux États-Unis. Je vous laisse poursuivre. Oui, non, mais vous faites très bien de le dire parce que ça dénote un peu une divergence de politique. Oui. Aujourd'hui, les Européens sont plutôt attentistes. Et vous savez, moi, je dirais qu'il y a un seul enseignement de ce conflit. C'est que l'Europe, finalement, est affaiblie et fragilisée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'elle n'a pas de souveraineté économique, elle n'a pas de souveraineté énergétique et elle a des divergences politiques au sein même de sa propre institution. Vous avez les Allemands qui ont une vision de ce conflit, les Français qui défendent une autre stratégie, etc., etc. Donc, tout ça pour vous dire que clairement, il faudra s'attendre, s'il n'y a pas de résolution du conflit dans l'immédiat, à des jours vraiment très difficiles de la part des populations européennes qui finiront à un moment donné par en avoir ras-le-bol et qui finiront par descendre dans les rues. Très bien, donc une absence de consensus qui s'éternise selon vous. Et je rappelle que dans ce contexte brûlant, le président américain Joe Biden arrivera en fin de semaine en Arabie Saoudite. Lors de cette visite, il sera entre autres question de pousser Riyad à augmenter sa production de pétrole pour stabiliser le marché qui actuellement est atteint de la maladie du yo-yo. Tant la forte volatilité dont il fait l'objet échappe à toute logique économique. Monsieur Sini, je reste avec vous, bien sûr. Est-il possible que le timing de cette décision russe ne soit pas fortuit ? Et y voyez-vous un signal quelconque envoyé par Moscou par rapport à la visite du président Biden en Arabie Saoudite ? Écoutez, oui, de toute manière, Moscou ne communique jamais de manière anodine. Hein. Je veux dire, le timing a été extrêmement bien choisi. C'est aussi un message pour dire que les Russes restent les maîtres du jeu. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une partie d'échecs qui va se jouer et aujourd'hui, le Kremlin possède toutes les cartes en main pour affaiblir davantage et mettre un peu plus de pression. Maintenant, les États-Unis, vous savez, j'ai l'impression qu'ils jouent un double jeu puisque dans leur communication officielle, ils prétendent soutenir les Européens et les Ukrainiens dans ce conflit, mais ne font rien pour permettre à l'Europe de s'émanciper totalement et de trouver des alternatives face on va dire, aux fournisseurs russes. Donc, à mon sens, c'est un jeu de diplomatie et de jeu politique entre 2 puissances qui sont en train de recréer quelque part la guerre. D'hégémonie aussi, oserions-nous le dire, Monsieur Sini, un jeu d'hégémonie ? Exactement, un jeu d'hégémonie on en parlait d'ailleurs dans l'une de vos émissions, entre les BRICS et le G7, oui. Sauf que là aujourd'hui c'est les États-Unis et la Russie qui sont au centre de ce conflit, donc chacun tire les ficelles comme il l'entend et malheureusement c'est les Européens qui en pâtissent. Justement, on va y revenir dans quelques instants, mais avant cela, Monsieur Hadef, j'aimerais qu'on essaie d'extrapoler un peu les conséquences de ces craintes européennes à la situation du marché algérien. Comment pensez-vous que l'Algérie pourrait réagir à une éventuelle coupure totale du gaz russe au détriment de l'Europe ? Écoutez, il faut reconnaître que, comme ça a été dit par M. Sini, pour remplacer
les quantités de gaz russe en Europe, ce n'est pas une chose aisée et c'est pas quelque chose qui peut se faire par un seul pays. D'ailleurs, dans leur feuille de route 2027, les Européens ont choisi pratiquement 7 ou 8 pays pour essayer de diversifier leurs approvisionnements. Donc, je tiens à préciser que les Émiratis et les Qataris ont précisé ne pas avoir justement les capacités d'augmenter à court terme leur production. Il n'y a pas que les Qataris en GNL, avec l'Égypte, avec des pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a d'autres pays aussi. Mais je pense que aujourd'hui, pour revenir à l'Algérie, elle est en face d'une opportunité aujourd'hui de se repositionner sur le marché européen en termes de livraison de gaz naturel à travers le gazoduc et surtout aussi en termes de capacité d'export en GNL. Il y a 2 jours, le ministre algérien de l'énergie, M. Al-Qab, disait que l'Algérie ambitionne d'exporter quelque chose comme 22 millions de tonnes de GNL pour 2022. Oui, plus 4% que la production actuelle. Voilà, donc ça va doubler les exportations actuelles de GNL vers l'Europe. Et ça, c'est très important. Aussi, aujourd'hui, l'Algérie doit être en mesure de renégocier ses accords avec les pays européens parce que l'Algérie devient un fournisseur sûr, un fournisseur fiable et un fournisseur avec lequel on peut travailler sur le long terme par le développement de nouvelles. Mais justement, est-ce que les pays européens, M. Hadef, dans leur feuille de route, ont inscrit une coopération à long terme ou bien ils se contenteront d'une coopération à court terme jusqu'à ce que l'orage russe passe, si je puis dire? Et justement, c'est là où il faut maintenant se mettre au travail pour se repositionner et de façon plus importante et plus sûre. Lorsqu'on parle avec les Européens, ce n'est plus des marchés de court terme, c'est surtout des investissements communs qu'il faut envisager aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que le président de la République a fait en Italie devrait être repliqué avec plusieurs pays parce que lorsqu'on parle de développement des capacités d'export, c'est surtout, il faut aller en amont pour le développement des capacités de production et d'exploration. Et aujourd'hui, l'Algérie a le potentiel nécessaire, que ce soit en termes d'hydrocarbures ou de gaz et aussi en termes d'énergie renouvelable. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui l'Algérie doit se mettre en évidence et parler avec une nouvelle manière et ne plus être seulement au service de ses clients, mais être vraiment un partenaire à considérer pour la période future. Très bien, très bien. Monsieur Sini, vous avez quelque peu anticipé ma question suivante, mais je vais vous la poser quand même. La faible viabilité économique des alternatives jusque-là proposées par Bruxelles pour remplacer l'énergie russe se voit à travers les craintes affichées par l'Europe. Ne pensez-vous pas, monsieur Sini, que cette Europe s'est faite piéger par les États-Unis, pays qui en ce moment est en train de battre des records d'exportation de GNL, par exemple? Oui, vous avez raison. Je vais même vous dire, je vais aller beaucoup plus loin. Vous savez, dans toute crise, il y a des opportunités. Et un des pays qui tire pleinement profit de ce conflit, ce sont les États-Unis. Parce que les États-Unis continuent à exporter leur gaz, continuent à battre des records de production, continuent à suivre ce conflit sans être véritablement impactés, continuent à tirer les ficelles aussi de manière macroéconomique, mais aussi politique et diplomatique. Donc évidemment, j'allais vous dire, à qui profite le crime, ou du moins à qui profite le conflit? Pour moi, il est clair qu'il profite aux États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les Européens sont en train petit à petit de remarquer que les États-Unis ne leur sont pas d'une grande aide, hormis des déclarations. Mais comment expliquer leur attentisme en termes de décisions fortes, justement, monsieur Sini, rapidement, s'il vous plaît?
Tout simplement parce qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de ligne directrice qui émane d'un groupe de 27 pays. Et surtout, n'oubliez pas que leur principal allié atlantique, qui est les États-Unis, fait qu'ils sont quelque part très sensibles au regard américain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire réellement que l'Europe est totalement indépendante dans la prise de ses décisions. Très bien, si nous arrivons au terme d'édition spéciale, merci pour votre attention. Merci à nos experts de nous avoir éclairés. Restez fidèles à Al 24 News. À très bientôt.